3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir, bienvenue. Alain Dubrul nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco. Et bienvenue à Stéphane Déo qui nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Petit coup de mou aujourd'hui sur les marchés. La volatilité remonte un peu. Bon, je ne sais pas quels sont les déclencheurs intraday. Si vous avez une explication particulière, pourquoi pas, mais peut-être de manière un peu plus fondamentale. Là, est-ce qu'on arrive à une phase de marché un peu plus compliquée, notamment quand on regarde du côté américain, Stéphane? Est-ce qu'il y a l'idée que les investisseurs sont en train d'intégrer que la dérivée seconde va être un peu moins positive désormais? Alors, excusez-moi du langage mathématique, mais est-ce que le pic de la croissance est derrière nous, pour dire les choses simplement? Oui, je pense qu'il y a pas mal de ça. Il y a un détail que je trouve très intéressant. On est en pleine saison des résultats à l'heure actuelle. Quand vous avez des bonnes publications, le marché monte très peu sur ces publications. Par contre, quand il y a une déception, il bouge beaucoup à la baisse. Et ça, c'est typique d'un marché qui anticipe énormément de bonnes nouvelles. Donc, quand la bonne nouvelle est publiée, le marché ne bouge pas tellement. Il dit, ben oui, effectivement, je savais, donc j'ai pas de raison de repricer. Par contre, quand il y a une déception, évidemment, vous avez un risque beaucoup plus bas. Donc, vous avez une asymétrie très forte. Ça, c'est typique d'un marché qui a déjà anticipé énormément de bonnes nouvelles. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, on a l'appel d'air vers le haut très, très fort après le confinement. Donc, on a une reprise très, très forte sur certains indicateurs. Ça ne peut que se tasser. Mais il y a le second argument qui est aussi tout ce qui est pricé par les marchés, qui est déjà très, très optimiste. Et pour aller encore plus haut, il faut encore plus de surprises positives. Et là, on est quand même sur des niveaux assez stratosphériques en termes de croissance économique. Donc, c'est difficile de surprendre encore. Ah ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous preniez l'exemple des publications de résultats aux États-Unis. On a un peu plus de 60% de publications pour le S&P 500. Jamais on a eu autant de surprises positives que sur ce premier trimestre, alors même que le consensus n'a cessé d'être ajusté à la hausse. On partait, alors c'était 15% attendu en début d'année pour les résultats du premier trimestre, 25% en début de saison de publication. On est à plus de 45% sur le publié de croissance des bénéfices aux États-Unis et un taux de surprise positive record de 86%, avec un écart par rapport aux attentes qui est là aussi spectaculaire. Les entreprises battent en moyenne le consensus de 23%. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Malgré ça, ça ne suffit pas. Ça veut dire... Alors, il faut toujours faire attention à ces consensus, etc., parce que les entreprises sont en général assez agiles pour faire baisser le consensus avant de publier. Donc, souvent, le marché n'est pas calé sur les estimations des analystes, mais calé un petit peu plus haut. Par contre, ce que je trouve aussi très impressionnant, c'est que le niveau des bénéfices est revenu au niveau pré-crise. Donc, en fait, on a eu une crise qui est absolument monstrueuse, bien pire que la précédente en termes de perte de production. Et on a fait le yo-yo, c'est-à-dire l'aller-retour en une année seulement. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle l'économie a rebondi. Alors on comprend pourquoi, c'est le plan de relance, c'est la politique de la Fed, enfin il y a plein d'explications. Mais je regardais les offres d'emploi, on touche un plus haut en 2007, on a la crise 2008-2009, il faut 7 ans pour revenir au niveau pré-crise. Là, on est quasiment déjà revenu au niveau pré-crise. Donc là où il a fallu 7 ans pendant la crise précédente, il va nous falloir une grosse année. Donc sur beaucoup de variables, on a vraiment fait un aller-retour extrêmement rapide, je trouve. Et sur le plan du marché, c'est quand même important que les résultats des entreprises soient là pour valider cette reprise en V. Oui. C'est pas juste la liquidité de la Fed, c'est pas juste les plans de soutien. Alors c'est beaucoup, mais il fallait quand même à un moment que ces résultats soient là, j'imagine, Stéphane. Oui, parce qu'on a eu des valorisations qui ont été extrêmement tendues. Alors, quand vous êtes en bas de cycle, avoir des valorisations tendues, c'est pas forcément aberrant, parce que vous avez... alors, on utilise le PE, c'est-à-dire le ratio entre le prix et les bénéfices. En bas de cycle, évidemment, les bénéfices sont très très bas, et vous payez pour les bénéfices futurs. Donc, vous pouvez avoir des PE qui sont un petit peu tendus. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même valider les anticipations de marché. Donc, oui, c'est très important d'avoir une publication... et une saison des résultats qui tiennent bien la route, parce que sinon, ça ne valide pas les niveaux auxquels on est à l'heure actuelle. Bon, Alain, et puis Éric, vos commentaires là, sur l'ambiance de marché actuelle, est-ce qu'on est dans un moment un peu sell the news, où les investisseurs ayant anticipé beaucoup de nouvelles
qui sont des bonnes surprises, se mettent un peu à vendre justement la matérialisation de ces bonnes nouvelles. Oui, c'est un peu ce que les Anglais appellent travel and arrive. Effectivement, les résultats sont bons, on le sait, et dans un certain nombre de cas, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est vrai que notamment dans certaines valeurs qui ont eu de très bons résultats et qui, moi, m'apparaissent pas chères encore, on sent que le marché hésite parce qu'il se dit peut-être que dans 2-3 trimestres, ça va retomber parce qu'on était sur des comparables faciles, etc., etc. Il y a une sorte d'hésitation. Alors, je pense que c'est d'autant plus vrai aux États-Unis que, comme l'a dit Stéphane, on est déjà pratiquement revenu à des niveaux pré-crise. Alors, comme on est quand même très aidé par la Fed, etc., l'étape suivante, ça va être probablement réduction du tapering début 2022, peut-être hausse des taux un an après, enfin, donc une hiérarchie des taux qui va redevenir normale. Et du coup, une économie qui va être un peu freinée aussi par les taxes, malgré tout. Et donc, peut-être on va revenir dans des environs plus normaux. Donc, ça pèse un peu sur les valorisations. Il est vrai qu'aux États-Unis, les multiples sont beaucoup plus élevés qu'en Europe. Et qu'en Europe, on est encore assez en retard. Donc, même si on est toujours plus mauvais qu'aux États-Unis, on pourrait dire qu'en termes de perspective ou de momentum, l'Europe a encore un peu de réserve, ce qui me laisse quand même relativement positif sur les actions européennes. Mais il est vrai que côté US, ils sont un peu plus en avance. Donc, cette question la question du pic, je ne pense pas qu'on est au pic de résultats, mais en tout cas, la normalisation commence effectivement à arriver aujourd'hui. Est-ce que ça peut être un passage douloureux ? Encore une fois, la séance du jour, c'est un petit trou d'air, et si on en reste là, on n'en parlera plus demain. Mais est-ce que ce passage des pics, là, pic de croissance, peut-être demain le pic de résultats, peut-être à un moment le pic du soutien monétaire aussi du point de vue de la Fed, pic de vaccination aussi. Alors, on a beaucoup vacciné très vite, de manière intense aux États-Unis, mais on voit que le rythme de vaccination en moyenne quotidienne ralentit un peu aussi. Oui, visiblement, en Israël, c'est quand on atteint 43-45% que tout d'un coup, ça commence à baisser. Et on a la même chose aux États-Unis. C'est un petit peu logique dans la mesure où, finalement, plus il y a de gens vaccinés, moins les derniers ressentent moins le besoin de se faire vacciner, à tel point que dans certains endroits du monde, on leur donne des chèques. J'ai lu qu'à Hong Kong, on leur demande... en gros, ils ont le droit d'ouvrir 4 heures plus... Un restaurant a le droit d'ouvrir 4 heures de plus si tout son personnel est vacciné. Donc, il y a des incentives comme ça. Dans un premier temps, c'est le manque de vaccins qui pose problème. Et à la fin, pour vacciner les derniers, il faudra trouver des sucettes à adapter selon les pays, évidemment, parce que les sensibilités sont différentes. Mais c'est pas anormal un peu comme une courbe en S, une fois qu'il y a une certaine part de la population qui est vaccinée, ça va moins vite. Mais néanmoins, on avance quand même assez fortement sur la vaccination. Un autre point à prendre en compte, c'est aussi le fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà été malades ou qui ont déjà contacté le virus. Oui. Donc, quelque part, les chiffres, à part l'Inde, pour l'instant, sont quand même assez positifs. C'est quand même un point qu'il faut rappeler. Le monde avance, en tout cas le monde développé avance quand même vers un retour à la normale. Et ça reste un élément de soutien de l'activité et des résultats. Mais je reviens au franchissement des pics. Est-ce que ça peut être un sujet un peu douloureux sur le court terme là, pour les marchés ? Est-ce qu'il faut réduire l'exposition des portefeuilles, mettre en place des protections peut-être qu'on avait enlevées ces derniers temps ? Ce que j'avais suggéré à mes équipes, c'est de commencer à acheter des puts un peu plus bas parce que la volatilité n'est pas encore très chère, parce qu'il y a un petit risque de petite correction, on va dire. Mais moi, fondamentalement, je reste quand même assez positif parce que le monde est quand même en croissance qui accélère. On a peut-être un peu de digestion, comme souvent au mois de mai, etc. Mais je pense que les résultats des trimestres suivants resteront assez bons. Et in fine, en tout cas en Europe, quand on regarde les valorisations des entreprises, il n'y a pas énormément de secteurs qui me paraissent complètement surachetés. Enfin, les valorisations ne sont pas excessives à ce stade. Surtout avec des taux d'intérêt qui, rappelons-le, même si les taux remontent légèrement, restent historiquement très bas. Et pour un investisseur en obligations ou pour un Français qui serait en contrat d'assurance vie en euros, on est sur des rendements qui sont inférieurs à l'inflation. Éric Venet, vos commentaires là, sur l'ambiance de marché actuelle. Il y a deux questions. Est-ce qu'on est sur un pic de croissance ? Non. Est-ce qu'on est sur un pic de marché ? Oui. Parce que c'est deux choses différentes. Elles sont liées, mais le marché, c'est beaucoup de momentum, en fait. Et donc, ça fait des mois qu'on se dit, bon, ils montent, est-ce que les résultats vont suivre ? Ils ont suivi. Maintenant, on dit, ils ont suivi. Bon, ils sont bons. Bon. Après, donc qu'il y ait une espèce de stabilisation des marchés, ils ont bien monté. Je pense c'est caractéristique cette journée. C'est-à-dire que faudrait peut-être voir à pas charger trop, prendre un peu de bénéfices parce qu'il est sage, et puis prendre un peu de liquidité si jamais on a des
des petits trous d'air, parce que le momentum, il n'est plus là. Il va revenir, mais il va revenir certainement pour les résultats qui seront encore bons, enfin encore meilleurs globalement pour le deuxième trimestre. Mais la croissance, elle va accélérer. C'est-à-dire que le Q1 au niveau mondial, c'est 3%. Le Q4, le dernier trimestre, en 2019, c'était plus 7,5%. Et vous avez encore une partie qui est à l'arrêt, l'Amérique latine, l'Asie. Donc il y a encore des poches de croissance, des réservoirs de croissance. Ah oui. Et puis l'Europe ne fait que mais on est très démarrer. focalisé sur ce que font les États-Unis aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, mais on parlait en termes de croissance. Donc, je pense que non, la croissance va accélérer et on risque d'avoir une belle année. Par contre, en termes de marché, je pense qu'on va stagner un petit moment parce que les bonnes nouvelles, on les aura. On va encore se poser les mêmes questions. Est-ce qu'on justifie autant des marchés aussi élevés? On va continuer dans ces résultats. Et le problème, c'est qu'on va avoir du mal maintenant à déceler les entreprises qui vont afficher ces gros résultats. Autant le luxe, vous regardez, c'est des résultats excellents. Mais je pense que la dynamique du luxe ne va pas souffrir parce que c'est des consommateurs. Bon, et puis... ils ne seront pas en rupture de stock. Enfin, bon, ils gèrent très très bien la croissance. Par contre, est-ce que les GAFA vont continuer? C'est moins favorable parce qu'il y a moins de... Ils ont accéléré avec le confinement. Certes, ils ont aujourd'hui des positions, mais moi je suis moins à l'aise sur les GAFA alors qu'on les compare. Et puis, quant aux entreprises qui vont bénéficier pleinement de la reprise, là, on en a connu une masse, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir délivrer? Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on ait un pic de croissance, on a un pic de marché, une interrogation de marché. Voilà. Et une journée comme ça, on montre bien, on essaye de trouver des explications, tous les observateurs de marché, donc on met en avant un avion chinois qui survole Taïwan. Rien, enfin, c'est le genre de truc, ça n'a jamais eu d'impact sur les marchés, mais aujourd'hui, tiens, ce genre de nouvelles, ça peut déclencher en tout cas, parce que ça vient renverser un peu la psychologie de marché, quoi. Moi, ça ne me surprend pas parce que ça vient après quelques jours où on a eu des résultats des GAFA extraordinaires et ça ne fait rien, voire négatif. Donc, depuis 2-3 jours. Donc, on se dit, le marché n'en veut plus pour l'instant. Donc, une moindre étincelle, c'est pas non plus, on n'est pas à -5. Donc, peut-être que dans 2 jours, on aura oublié ça, mais c'est assez symbolique de la période qu'on va vivre un certain temps parce que les bonnes nouvelles, elles sont pas pour tout de suite maintenant. Et surtout que les hypothèses, elles sont très très bonnes jusqu'à maintenant. Donc on peut pas en rajouter d'autres. On attend juste des confirmations des belles hypothèses qu'on a. Donc il y a plus à perdre que à monter. C'est ce que disait Stéphane. Il y a un peu d'asymétrie maintenant dans le marché. Du coup, Stéphane Déo, c'est quoi les prochaines bonnes nouvelles alors? Est-ce que l'inflation... Non mais... Partons sur l'histoire de l'inflation, on en parle depuis des mois, mais c'est très intéressant quand même de regarder aussi bottom-up du côté des entreprises. Quels sont les commentaires qui sont faits sur la hausse de tous les prix entrants dans la production et puis même peut-être des prémices de transmission aux prix finaux, aux salaires demain. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur le chemin de l'inflation, la dynamique là, des prochains mois? Est-ce qu'on est toujours sur l'idée d'une bosse, voilà, ça monte et ça redescend presque de manière symétrique ensuite. C'est un peu l'idée que j'ai de la bosse d'inflation. Ou est-ce qu'on est déjà, alors je ne sais pas si on va passer là aussi par les lettres de l'alphabet comme on le faisait pour la reprise, mais est-ce qu'on est plus sur l'idée d'un plateau, un haut plateau pour l'inflation qui durait un peu plus longtemps que prévu? Qu'est-ce que vous retirez comme enseignement là, des derniers éléments qu'on a pu avoir? Alors vous me faites plaisir parce que vous savez que l'inflation c'est un de mes dadas. Oui. Donc, moi je trouve que le débat a beaucoup changé. Alors il y aura une bosse d'inflation parce qu'il y a des effets de base, donc l'inflation va beaucoup progresser dans les mois qui viennent. C'est du court terme et puis ça va redescendre derrière. Ça on est tous d'accord. La question c'est jusqu'où on monte et à quelle vitesse on redescend derrière. Moi, ce que je trouve, c'est que le débat a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on me disait non, l'inflation, c'est même pas un sujet, on passe à autre chose. Le débat est devenu, oui, il y a de l'inflation, mais c'est purement les prix du pétrole. Donc, il n'y a que le pétrole qui bouge, le reste, vous voyez bien, ça ne bouge pas. Là, on est à la phase 3, qui est de dire, oui, alors il y a le pétrole, mais en plus, il y a des pénuries. Alors, les semi-conducteurs, on parlait de Trigano, il y a plein d'entreprises qui ont du mal à produire. Ça fait de la pression sur les prix. Sur le PMI, moi, il y a 2 composantes que je regarde. C'est les délais de livraison et les prix des inputs.
Et quand ces deux choses sont élevées, normalement, vous avez des pressions sur les prix. Parce que quand vous n'arrivez pas à livrer, que vous avez plein de commandes, en général, vous faites passer des augmentations de prix. C'est assez logique. Ouais, ces deux composantes sont au plus haut historique. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer en termes de ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste des effets de second rang. C'est-à-dire vous avez des prix de pression, des pressions sur certaines matières premières et ça a un impact sur le reste. Donc le débat est en train de changer parce que si vous êtes sur ce débat-là, ça veut dire que c'est plus pérenne, ça veut dire que ça va redescendre moins vite, ça veut dire qu'il y a un effet mémoire, c'est plus du tout la même histoire. Donc entendons-nous bien, je ne vous vends pas une histoire de 10% d'inflation demain matin, mais je pense qu'il y a une espèce de... Il y a quand même quelque chose qui a changé dans cette histoire d'inflation. Et je pense qu'il y a un peu plus de pérennité sur les chiffres. Et donc le marché était un peu dans le déni. On est dans une phase d'acceptation maintenant effectivement d'un schéma un peu plus durable d'inflation, mais qui va aller jusqu'à se transmettre au salaire. Alors, pour les banquiers centraux, on va faire le lien avec la Fed et les banques centrales, mais ça sera... Alors ça, on verra. Ça, on verra. On n'y est pas encore. On voit des pénuries sur certaines parties du marché de l'emploi, mais c'est encore très, très marginal. Ça, c'est le dernier étage de la fusée. Si on a ça, oui, effectivement, là, on a un vrai sujet. Mais les banquiers centraux, l'attitude est importante aussi, parce que depuis Volcker, c'est-à-dire presque un demi-siècle, les banquiers centraux nous ont dit l'inflation c'est mal, on va tout faire pour la réduire. Là, depuis quelques années, on a la Fed et la BCE qui nous disent l'inflation, il n'y en a pas assez, on va tout faire pour la faire remonter. Donc, si vous avez un cocktail de chiffres d'inflation qui continue à surprendre à la hausse, l'indice de surprise d'inflation mondiale est au plus haut historique. C'est-à-dire que ça veut dire que depuis quelques mois, dans leur immense majorité, les prix ont été plus hauts qu'attendus. Donc, si vous avez ça de manière récurrente, si en même temps les banques centrales disent c'est très bien, on est content, on laisse faire, je ne suis pas sûr que les anticipations d'inflation soient au même niveau à la fin de l'année qu'elles ne sont à l'heure actuelle. On verra, mais on est quand même sur une situation où je trouve qu'il y a beaucoup de planètes qui s'alignent petit à petit pour cet argument de retour de l'inflation. Une fois de plus, ce n'est pas de l'hyperinflation, entendons-nous bien, c'est pas... mais j'ai jamais... Enfin, on a plus de planètes alignées qu'on n'a jamais eu depuis 50 ans. Pourquoi les taux longs américains sont encore entre 1,50 et 1,60 aujourd'hui ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la Fed est là, encore, en taille. Donc, ils achètent quand même une énorme partie du marché. Il y a un autre sujet, alors je suis désolé, c'est un peu abscon, mais je pense que c'est important. Le Trésor américain, lorsqu'il a des liquidités, les dépose à la Fed. Ils avaient 1600, 1800 milliards de liquidités. Donc ça, c'est l'argent de poche du Trésor américain. Le compte du Trésor à la Fed. Voilà. Janet Yellen a dit, c'est beaucoup trop, on va le réduire. Ce compte du Trésor a baissé de 700 milliards de dollars en quelques semaines, depuis février. Quand vous mettez 700 milliards de dollars sur un marché, ça se voit. Et donc, vous avez des treasury bills, c'est-à-dire des emprunts très courts qui sont passés en négatif. Vous avez le dollar qui se casse la figure, ce qui est normal, parce que s'il y a trop de dollars sur le marché, vous dépréciez le dollar. Et je pense que ça a aussi un impact sur la partie longue de la courbe, parce que vous vous retrouvez avec 700 milliards de dollars qui arrivent, alors j'allais dire du jour au lendemain, j'exagère, mais c'est pas vrai, mais en un mois et demi sur le marché, ça s'est parqué sur le bilan des banques. Les banques doivent aussi prendre un petit peu sur la partie longue de la courbe. Donc je pense qu'il y a tous ces effets-là qui ont joué. Tous ces arguments sont des arguments de court terme, entre parenthèses. Ah oui, ça veut dire qu'une fois qu'on a nettoyé ça, vous avez une tendance à la hausse qui devrait repartir. Oui, je comprends. Doucement, mais je pense qu'on est très clairement sur un chemin haussier à moyen terme sur les treasuries. Bon, vos remarques sur l'inflation, là, à quel moment de l'histoire on en est, selon vous, Eric ? Est-ce que c'est une histoire qui va continuer de nous surprendre, effectivement ? Oui, je partage 150%. Vous adhérez 100%. Ah oui, même, je suis même encore plus... En fait, plus agressif sur l'inflation. Oui, mais parce que ça fait 10 ans qu'on est en déflation. Et le problème chez les économistes, la déflation, 10 ans, ça fait... C'est vraiment... C'est ce qu'il y a de pire. Donc, on va changer d'air. On va maintenant retrouver une normalité dans l'inflation.
simplement. Qu'est-ce qui a changé à ce point qui pourrait, sur du moyen terme, long terme, nous laisser entendre que les forces structurelles désinflationnistes vont être compensées par d'autres forces beaucoup plus inflationnistes? Simplement, il y a encore, avant le Covid, 3-4 ans, vous aviez des taux négatifs, vous ne saviez pas quoi faire de votre argent, vous ne saviez pas où investir. Et aujourd'hui, on vous a tracé la route, vous avez des plans de relance qui sont faramineux, on vous dit où vous investissez, vous avez une demande qui va exploser. Donc, ça y est, l'économie est redevenue à peu près normale. Donc, on va retrouver une situation normale d'inflation. C'est-à-dire que et cette hausse des prix que l'on a aujourd'hui de tempérament va devenir une vraie inflation parce que vous allez avoir une hausse des prix dans les salaires également, mais qui seront absorbés par les entreprises parce qu'il y a la demande et vous avez une pression de l'administration Biden pour faire monter les salaires. Donc, je parle pas. Alors, encore une fois, c'est juste une normalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'une hausse des prix qu'on a du mal à avoir parce que de temps en temps avec un peu de pétrole, maintenant, ça sera diffusé dans l'économie et ça sera une normale. C'est-à-dire que demain, avec la reprise, on va tous accepter de payer plus cher parce que de toute façon, on n'a pas le choix et qu'on fait. Et globalement, si l'entreprise aura les moyens de transmettre ces hausses de prix, pour la plupart, on va rentrer dans une normalisation. Donc, on va rentrer vraiment dans une ère nouvelle. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est les taux d'intérêt par rapport à ça. Et il ne faut pas que les taux d'intérêt remontent trop tôt. Parce que si vous avez une entreprise qui a un taux de croissance assez correct et puis qui arrive à supporter ces hausses d'input et puis ces hausses de salaire dans ses prix avec une croissance forte, c'est pas un souci. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre des taux d'intérêt qui sont normaux. Sauf que ça fait des années, là encore, qu'on appuie sur les taux d'intérêt, donc ils ne sont pas à l'équilibre. Il faut retrouver un équilibre. Il ne faut pas que les taux d'intérêt remontent trop haut parce que vous avez un endettement trop fort. Mais cet endettement trop fort, ce n'est pas très important si vous avez la croissance. Voilà, la croissance et les recettes. Donc il faut simplement s'assurer que les recettes seront là pour que vous puissiez payer les taux d'intérêt qui montent. Voilà, une fois qu'on a dit ça, concrètement... bonne chance à la Fed. Bonne chance. C'est ça. Non, voilà, il faut vendre après, il faut vendre le truc. Ouais. C'est ça. Et vous, quand la Fed, et c'est la manière dont Stéphane le disait, quand la Fed nous dit l'inflation c'est bien et on ne sera pas contre l'inflation qui arrive, il faut la croire? Ou est-ce qu'au final, quand même, 1 mois ça va, 2 mois ok, 3 mois, 4 mois, 5 mois, si on continue d'avoir des chiffres d'inflation au-delà des attentes... des remontées de taux. D'accord. Oui. Donc la Fed réagira. Oui. Oui, non, mais en fait, vous l'absorberez parce que derrière, il y aura des croissances. Il y aura la croissance. Donc, c'est pas très gênant. Il faut simplement que la Fed pilote ça dans les anticipations. Ouais. Voilà, ça c'est pas. Et puis après, je vous rappelle qu'il faut financer tout ce qui arrive, 35% qu'on a mis aux États-Unis en relance. Il faut payer. Donc il faut quand même des taux d'intérêt pour attirer les épargnants. On a le programme. De toute façon, on a la facture du Trésor. C'est 855 milliards de dollars d'émissions prévues au 3e trimestre, le double du 2e trimestre, qui était à 463 milliards de dollars, chiffre qui a été un peu révisé à la hausse. Voilà. Dans un instant, Alain, mais juste je repasse par Stéphane. Il faut croire la Fed quand elle nous dit que l'inflation c'est bien et qu'elle ne fera rien contre? Alors c'est un paradoxe assez classique qu'on a en sortie de crise. Imaginez que vous croyez la Fed. Du coup, on va avoir des taux très bas, donc une reprise très forte, donc beaucoup d'inflation, donc il faut qu'ils montent les taux. Ouais. Si vous ne les croyez pas, vous dites non, mais ils vont monter les taux tout de suite, vous n'avez pas de reprise, du coup ils ne montent pas les taux. Les taux montent, ça casse la reprise, et ils baissent les taux. C'est ce qu'on appelle une incohérence temporelle. En fait. C'est plus ils sont crédibles, plus ils vont être forcés de mentir. Ouais. Alors comment on s'en sort? On sait très bien que le dot chart, c'est-à-dire les anticipations des membres du FOMC qui nous disent promis juré, on ne montera pas les taux d'ici 3 ans. On sait très bien que ce dot chart il va bouger, que petit à petit, ça va se rapprocher. Et je pense qu'on converge toujours sur une solution à mi-chemin où, oui, ils seront en retard par rapport à la reprise précédente, où ils réagiront beaucoup plus lentement et où ils toléreront une inflation au-dessus de 2% plus longtemps. Mais si on a raison avec la reprise qu'on a, avec l'impulsion budgétaire qu'on a, qui est absolument pharaonique, avec la politique monétaire qui est extrêmement laxiste qu'on a,
Oui, à un moment, je pense qu'ils monteront les taux avant 3 ans. Et ce sera une D'ailleurs, bonne nouvelle. avant Et ce 3 sera ans, une bonne nouvelle. Et ce sera une bonne nouvelle. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que dit le marché petit à petit. D'où Et je la laisse parler à elle. petite phrase de Janet Yellen aujourd'hui, qui n'a pas perdu ses réflexes de banquière centrale, qui nous dit à un moment, il faudra peut-être quand même que les taux d'intérêt montent légèrement pour éviter un risque de surchauffe totale de l'économie. Alain Dubreuil, vos Moi, ce que je commentaires. note, c'est que la Fed, elle a dit qu'elle les montrait a priori pour l'instant fin 2022, début 2023. C'est a priori ce que les forwards ont l'air d'indiquer, donc le marché a l'air d'y croire. Et que pour ce qui est de la réduction des achats d'obligations, ça serait plutôt dans 9 mois, à peu près. Donc pour l'instant, c'est à peu près cohérent. Enfin, ce que le marché pense, c'est à peu près ce que la Fed dit. Il n'y a pas d'incohérence Non. dans le dialogue entre le marché Maintenant, et la Fed sur la trop question important. de l'inflation, moi, je ne serais pas si inquiet que ça. D'abord parce que les grands États ne peuvent pas se permettre d'avoir du 10 ans à 3-4 ans vu le poids de leur dette budgétaire aujourd'hui. À 3-4%, vous voulez dire? Non, mais ça serait juste Oui, pas oui. possible. Oui, oui. Ah oui, bah, Non, mais malheureusement, Oui, c'est les on années va- que ça dure, mais quelque part, ce n'est pas les entreprises qui seraient gênées par une hausse des taux pour leur opérationnel, ce sont les États. Donc globalement, les États vont être laxistes, ils n'ont pas le choix. La deuxième chose, c'est que malgré tout, aujourd'hui, l'inflation, elle est très en amont aujourd'hui, matières premières, capacité de production, manufacturing, globalement. Mais du côté des salaires, il y a quand même beaucoup de gens au chômage. Alors certes, avant, aux États-Unis, il y avait certains secteurs qui manquaient cruellement de main-d'œuvre. Donc on retrouvera peut-être ça mais globalement, on a une économie qui reste, à mon avis, assez déflationniste parce que les GAFA et la technologie créent quand même des gains de productivité qui mettent énormément de gens sur le tapis et qui restent disponibles. Donc a priori, la réserve. Et il y a de l'investissement. Hein. Et en le plus, côté atypique aujourd'hui, de cette sortie de crise, il y a de l'investissement des entreprises pour peut-être plus de productivité On va demain. refaire des localisations, mais je dirais aujourd'hui, avec des ordinateurs qui vous permettent, comme on peut télétravailler de chez soi, on peut aussi télétravailler, faire le même travail dans des pays à bas coût, pour caricaturer. Mais je dirais que la technologie permet aussi de délocaliser un certain nombre de fonctions qui font que le salarié des pays développés qui est peu qualifié n'a pas tellement de bargaining power aujourd'hui. Et je crains qu'il n'en ait pas tellement plus demain. Donc, côté salaire, je ne vois pas un vrai risque inflationniste. Et puis même du côté des entreprises, j'étais avec certaines en conf call ce matin qui disaient oui, je sens des tensions inflationnistes, etc. Mais j'anticipe une telle progression de mes ventes au cours des 12-18 prochains mois que d'une certaine façon, les économies d'échelle qu'elle va engendrer sur ses coûts opérationnels lui permettront en réalité d'absorber une bonne partie. Ah oui. Parce que l'inflation en amont, il faut qu'elle arrive jusqu'au consommateur. Bien sûr. Donc si les entreprises qui distribuent, qui produisent, vendent beaucoup plus, L'effet d'une volume certaine l'emporte. façon, D'accord. certes, leurs marges remonteront un petit peu moins, mais elles ont de la réserve parce qu'elles ont des volumes en forte croissance. Donc, tout n'arrivera pas forcément jusqu'au consommateur. Qui vous dit ça? Moi, racontez-moi les confs. Voilà, par exemple, dans le groupe LDLC qui Ouais, vendent des... bien sûr. Ils notent... Ils vendent des Distribution de ordinateurs, produits etc., électroniques, par Internet notamment, mais en boutique. Ouais. Ils notent en effet une forte tension sur les coûts des PC, etc. Mais ils disent que quelque part, c'est compensé par le fait qu'en ce moment, ils font plus de promos, ils font beaucoup moins de pubs. Mais ils anticipent que l'année prochaine, quand ça va revenir, quelque part, ils feront un peu plus de pubs, ils prendront un peu plus sur leur marge, mais les volumes continueront de progresser. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, typiquement, voilà un titre qui est encore extrêmement peu cher, mais que le marché hésite à encore acheter parce qu'il se dit, là, ils ont vécu un pic Covid, Oui, c'est ça. et les ventes vont rechuter l'année L'effet prochaine. Covid va retomber. Ouais. Je pense Et que eux, ils c'est sont une erreur. convaincus que ce ne sera pas Eux, le cas. ils parlent quand même d'une progression du chiffre d'affaires l'année Ouais. prochaine, et dans ces cas-là, c'est une boîte qui vaut même pas 10 fois les résultats. Oui. Et Trigano, c'était la publication Alors, du Trigano- jour. Moi, je suis fasciné par la perception du camping-car qui a été révolutionné à travers cette crise. Une Alors, bulle sanitaire mobile. C'est comme ça ça a que toujours Trigano été, expliquait l'explosion de ses ventes de Disons, camping-car. dans ce qui a pesé un peu dans les dernières années sur Trigano, c'est l'idée que c'est des trucs au diesel, donc c'est polluant, machin, etc. Ils ont toujours dit qu'en réalité, quand on voyage dans son camping-car, en fait, on consomme beaucoup moins de CO2 quand on prend l'avion, quand on va dans un hôtel et des bâtiments qui ont été construits pour ça, parce que c'est votre petite maison finalement. Donc c'est assez, malgré le diesel, c'est pas si polluant que ça au global. Ensuite, on est tout seul, et alors là, on risque pas de croiser trop de gens, donc ça, pour le Covid, c'est super. Donc ça a été un peu perçu comme une valeur Covid, ce qui fait que la sortie de Covid a un petit peu pesé sur la perception boursière. Et puis, troisièmement, ils ont fait pas mal d'acquisitions qui ont beaucoup aidé la société, mais qui se sont traduites un peu avant le Covid par quelques difficultés de production qui avaient pesé sur les marges. Donc là, on sort de cette période avec des ventes exceptionnelles, une bien meilleure organisation industrielle, donc ils ont eu des bonnes ventes, mais ils ont surpris surtout à la hausse sur les marges, 11% de marge. Ouais. C'est un niveau assez élevé. Alors certes, sur par exemple le prochain trimestre, ils ont 3000 voitures avec des châssis Ford qui ne vont pas pouvoir produire. C'est 60 millions de chiffre d'affaires en moins, mais c'est une société qui en fait plus de 2 milliards par an. Hein. Ouais. Donc c'est relativement modeste par rapport au rebond. Donc là, le titre a pris 11% aujourd'hui. Je trouve ça parfaitement justifié. Ça reste une valeur très intéressante.
Stéphane Déo, tiens, dans le sillage de l'empreinte environnementale du camping-car, disons un mot des matières premières quand même, parce que ça nous ramène à votre dada de l'inflation. Vous l'avez dit, il y a les effets de base liés au pétrole, tout ça est très bien identifié, mais dans les matières premières, il n'y a pas que le pétrole. Tous les jours, on bat des records sur toutes les matières premières. Aujourd'hui, c'était le maïs, le palladium, dans les métaux industriels, etc. C'est un vrai super cycle structurel. Oui. Bon. On vient de publier notre hebdo sur le sujet, donc merci pour la page de publicité. Et en fait, au lieu de s'attacher aux forces cycliques, parce que on a eu la crise du Covid, reprise, donc forcément tous ces prix remontent. Ça c'est l'histoire classiquissime. Il y a aussi ce qu'on appelle des mégatrends, c'est-à-dire des changements fondamentaux. Et sur les métaux, pour reprendre l'exemple des métaux, pour moi, il y a deux choses. Il y a la Chine, évidemment. J'ai regardé, par exemple, la corrélation entre le cuivre et le yuan, donc la monnaie chinoise, et ça n'arrête pas de progresser depuis 20 ans. C'est assez impressionnant. Il y avait 0 de corrélation il y a 20 ans, c'est-à-dire les deux vivaient leur vie séparément. Et là, ça bouge vraiment, vraiment ensemble. C'est juste un exemple pour vous montrer que la Chine, par sa croissance, a généré une demande énorme pour les métaux, et donc les prix montent. Oui, mais la croissance chinoise est amenée à se normaliser. Oui, mais il y a ça. Il y a un autre élément, c'est tout ce qui est énergie verte, investissement vert, etc., qui est extrêmement consommateur en cuivre, manganèse, plomb, enfin toute la liste. Alors, à diverses échelles, voilà, à divers endroits. C'est ce qu'on explique d'ailleurs. Alors, on a un gros tableau avec tous les détails. Mais donc, vous avez une demande structurelle qui est très forte. Et donc, quand vous faites ça, en fait, vous avez des mines qui ne sont pas chères du tout, vous avez des mines qui sont un peu plus chères, etc. Et quand vous avez épuisé tout le début, votre prix d'équilibre monte très vite, en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des prix d'équilibre qui sont beaucoup plus élevés, parce que... Alors, le cuivre est un cas très intéressant, parce qu'il y a des mines qui ont des coûts de production négatifs sur le cuivre. Parce que quand vous exploitez une mine de cuivre, souvent vous avez d'autres minéraux, par exemple de l'or. Oui. Et du coup, une fois que vous avez vendu l'or, vous avez couvert tous vos coûts, et du coup, le coût de production du cuivre, il est à 0, voire en négatif. Donc vous avez certaines mines qui sont extrêmement rentables, mais celles-là, elles sont déjà exploitées. La demande est tellement forte structurellement qu'on est obligé petit à petit de bouger le curseur. Et pour ouvrir de nouvelles mines, ça prend 5 ans. Hein, entre le moment où vous prenez la décision et que vous sortez le premier lingot de cuivre, il faut que les prix d'équilibre restent structurellement beaucoup plus élevés. Sinon, vous n'ouvrez pas la mine. Parfois, il y a des mines qui sont en retard, notamment en Mongolie, la grande mine de Oyu Tolgoi avec Rio Tinto, qui est pas mal en retard. C'était un gros projet qui devait arriver. Et le retard de ce projet, quelque part, pèse. À l'inverse, par exemple, sur le minerai de fer, il y a beaucoup d'interrogations parce que la Chine, elle va être plus verte, donc elle va consommer beaucoup de métaux un peu plus rares et coûteux. Mais par exemple, sur l'acier, on se pose la question de savoir s'ils vont davantage recycler. Et une hausse du recyclage en Chine, ça serait assez pénalisant pour la demande de minerai de fer nouveau. Et puis, sur le minerai de fer, il y a aussi une question d'une mine en Guinée qui doit arriver dans 4-5 ans. Arrivera-t-elle ? Enfin, bref, après, c'est toujours des questions comme ça. Mais c'est vrai que sur les métaux, sur un certain nombre de métaux, il y a des vraies tensions. Et qui sont durables, peut-être. Et parce qu'on n'a pas investi non plus. Enfin, parce qu'on n'a pas investi pendant les années. En fait, parce qu'on était en sous-croissance. Enfin, donc, Et puis en 2010, les mineurs, beaucoup de mineurs avaient énormément investi lors du pic des matières premières et ont subi avec une énorme violence les conséquences du surinvestissement. Donc il y a eu une grosse discipline dans les 10 dernières années du côté des producteurs. Donc quelque part, ça donne un rapport de force qui est plus en leur faveur aujourd'hui. Complètement. Non, je pense qu'on a vraiment un méga trend sur l'ensemble des matières premières. Mais matières premières agricoles, vous avez la même chose après. Donc, alors agricole. Sur l'agricole, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce serait c'est un autre structurel sujet. et super cycle. Il y a deux histoires. Il y a la croissance de la population, mais la croissance de la population mondiale a plutôt tendance à baisser. L'autre sujet, c'est que la proportion de végétaux dans l'alimentation c'est le changement d'alimentation, et on utilise beaucoup plus de protéines animales. Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement plus consommateur en ressources. De mémoire, il y a plus de la moitié des surfaces agricoles mondiales qui sont consacrées à l'élevage des vaches, parce qu'il faut produire plein d'herbes, etc. La viande de vache représente moins de 5% de l'apport nutritif et calorique mondial. Donc si vous mangez du riz ou du blé et si vous passez que à des steaks,
eh bien, vous avez une explosion totale de la consommation d'eau, de la consommation d'engrais, de la surface agricole, etc. etc. Donc vous mettez une pression monstrueuse. Et effectivement, c'est ce que fait la Chine. Ils sont passés de végétaux à... Face, il y a tous les mouvements végans et compagnie. Non, mais une des vraies réponses, et je dis ça parce que l'actualité européenne de ce point de vue-là est intéressante, c'est le règne des insectes. Et l'Union européenne vient pour la première fois aujourd'hui d'autoriser... Alors les insectes comme nourriture pour les animaux, c'est déjà autorisé depuis longtemps, et ça permet de réduire, évidemment, parce que les animaux ont besoin d'apports en protéines, et donc voilà, la protéine insecte fait qu'on arrive à augmenter le rendement et baisser l'empreinte carbone de l'élevage de vaches, pour dire les choses simplement. Et demain, pourquoi pas chez l'homme, ça. Et l'Union européenne a donc autorisé pour la première fois le verre de farine comme aliment à destination humaine aujourd'hui. Sur l'agricole, je reste quand même assez prudent parce que quand on voit notamment les agrochemicals, les chimies d'agronomie, ça fait 15 ans qu'ils essaient de vous vendre que la planète va être en famine et qu'il n'y aura pas assez. Et en fait, les capacités de production sont toujours capables de s'adapter pour une raison notamment qui fait qu'il y a énormément dans le monde encore aujourd'hui de surfaces agricoles qui n'ont pas du tout la productivité des pays développés. Et il suffit de mettre quelques engrais par-ci, quelques machins par-là, et on peut faire beaucoup plus avec les mêmes surfaces. Donc en fait, dès que les prix montent, souvent la production s'ajuste beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et donc les prix ont du mal à monter en fait. C'est plus facile que d'ouvrir une mine. Il nous reste 3 minutes, je veux bien qu'on dise un petit mot de l'Europe. On est parti de la situation américaine, l'idée des pics, le débat sur la surchauffe ou autre. Non, mais l'Europe, le temps des bonnes nouvelles est enfin arrivé. Oui. Ça y est, ouais. Non, mais c'est très bien. Ouais. Non, mais... Et c'est pas drôle. C'est le joker italien. Non, pour moi, c'est le joker italien. Ah oui. Non, mais c'est la première fois, depuis un peu longtemps. C'est un petit moment quand même qu'on a un homme italien qui a les faveurs de Bruxelles, qui a les faveurs de son peuple, politique, et qui a devant lui 221 milliards à dépenser. Et il le fait. Avec un programme pas mal, quoi. Vraiment, c'est numérisation, révolution verte, éducation, infrastructure, et c'est quand même une somme conséquente. Et comme l'Italie, quand même, c'est 15% du PIB européen, un peu l'économie un peu difficile de l'Europe, je pense qu'il y a un vrai... Il y a un vrai changement qui va avoir là. Là où l'Italie ira, l'Europe suivra, c'est comme ça que ça marche. Oui, je pense. Et puis, si vous rajoutez le tandem qui va arriver certainement aux élections en Allemagne, avec les Verts, je pense qu'il peut y avoir une modification de la visée de l'Europe. On va sortir de l'austérité et à un équilibre des forces et l'équilibre financier un peu différent. Mais c'est pas bon. Après, c'est peut-être du wishful thinking. Ah non, pas du tout. Ah non, mais moi je pense que politiquement, on est peut-être à l'aube d'un nouveau souffle en Europe, modulo le résultat des élections françaises, mais c'est peut-être un peu loin encore pour en parler. Mais vous y croyez ou pas, Stéphane ? Je crois qu'on y est déjà. Si vous regardez la réaction de politique budgétaire de cette crise par rapport à la crise précédente, c'est le jour et la nuit. Sauf que c'est pas assez, malgré tout. Ça existe. On va être sur des politiques budgétaires qui vont vite arriver, neutres, voire restrictives sur les prochaines années, si on reste à ce niveau-là. On a le pied sur l'accélérateur. Ce que vous me dites, c'est qu'on n'appuie pas assez fort. Sauf que la dernière fois, on a sauté sur les freins avec les deux pieds. Donc c'est déjà pas mal. Alors après, j'aimerais bien qu'on appuie encore plus fort. On est tout à fait d'accord. Mais au moins, on a le pied du bon côté. On n'est plus sur le frein. C'est déjà un très, très grand pas en avant, je trouve. Et c'est un vrai changement d'attitude. Et ça se joue dans, ça se voit dans le marché. Je sais pas, l'euro qui monte, le 10 ans allemand qui remonte, c'est des signaux d'une confiance retrouvée. Les spreads, vous parliez de l'Italie, le spread italien a été d'une zénitude extraordinaire pendant cette crise. Enfin, moi qui ai vécu les pics, les pics il y a 10 ans, les pics, oui, bien sûr. Alors pour l'anecdote, là on vient de finir nos prévisions fin d'année, on s'est chamaillé à 10 points de base près. 10 points de base, c'était de la volatilité intraday il y a 10 ans. Donc on n'est plus du tout sur la même échelle de grandeur. Alain, pour conclure, et on s'arrête. Pardon. Non, pour moi, le point tournant sur l'Europe, c'était le plan de relance de 700 milliards. Même s'il met un peu de temps à accoucher, c'est vraiment la première fois que l'Europe a une vision un peu. Donc vous restez sur cette note positive, voilà. Oui. D'accord. Et qui en plus est investi dans des plans d'infrastructure, pas juste des chèques, a priori. Et une capacité d'emprunt.
Ouais. de 500 milliards de dette. Ouais, non, mais qui est Le moment ouvert, qui est hamiltonien, ouvert. je me souviens, Le c'était chéquier le est moment ouvert. hamiltonien Donc, de l'Europe. On c'est en le parlait il y a premier quasiment un an. paquet de terre. 18 mai 2020, c'était le discours. Macron-Merkel, l'initiative de cet embryon de budget européen. C'est comme ça qu'on le présentait à l'époque. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour Planète Marché dans Smart Bourse. Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco, Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance et Stéphane Déo, le responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management.